Analyse de fond, l'importance des émotions dans l'apprentissage. Vue large et image. Il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'apprendre était un processus strictement rationnel dans lequel les émotions n'avaient pas grand-chose à voir. Une croyance qui s'est cristallisée avec une certaine définition de l'intelligence dérivée des fameux tests de QI, pourtant conçus pour détecter les difficultés d'apprentissage chez les enfants. On sait aujourd'hui que les émotions tiennent un rôle à ce point important dans la cognition qu'elles peuvent servir de levier ou, au contraire, devenir un frein. Que vous soyez enseignant ou apprenant, voici quelques points sensibles à garder en tête. Un système de protection vitale. Une émotion peut être définie comme une réaction de l'organisme à un événement extérieur, et qui comporte des aspects physiologiques, cognitifs et comportementaux. Les 30 notions de la psychologie de Jacques Lecomte. Nos émotions ont longtemps été considérées comme sans importance, si ce n'est honteuses ou encombrantes. On sait maintenant qu'elles jouent un rôle essentiel dans notre équilibre individuel et dans nos relations sociales. Ainsi, s'il a déjà été de bon ton de les taire ou de les cacher, la tendance est désormais d'y être à l'écoute, de les apprivoiser, de les exprimer et d'apprendre à mieux les gérer. Il est normal que, dans une certaine mesure, nos émotions fluctuent puisque c'est de cette façon qu'elles remplissent leur rôle, soit celui d'un système de protection hyper sophistiqué. Celui-ci a d'ailleurs contribué à assurer la survie de notre espèce en nous aidant à identifier dans notre environnement les éléments pouvant nous affecter, de manière favorable ou non, puis en nous guidant sur la façon d'y réagir pour préserver notre intégrité ou notre bien-être. Nos émotions jouent toujours ce rôle, même si notre environnement est différent. Notons enfin que le terme émotion vient du latin emover qui veut dire mettre en mouvement. Toutes les émotions sont utiles. La qualité, positive ou négative, et l'intensité, forte ou faible, de l'émotion indique la présence d'un événement ou d'une situation pouvant avoir un impact, soit positif ou négatif, fort ou faible, sur notre intégrité ou notre bien-être. La nature de l'émotion, joie, peur, tristesse, colère, etc., fournit quant à elle des indices sur l'action ou l'ajustement nécessaire pour retrouver ou protéger notre intégrité ou notre bien-être. Ainsi, bien que certaines émotions sont dites positives parce qu'elles sont ressenties comme étant agréables, et que d'autres sont qualifiées de négatives parce qu'elles sont désagréables, toutes les émotions ont leur utilité. Comme nous l'avons exposé dans un article précédent, 4 types d'émotions ont été identifiés comme ayant une influence marquée dans l'apprentissage. Apprendre, c'est déstabilisant. Apprendre implique de remettre en question ce qu'on croyait savoir, de s'ouvrir à de nouvelles idées et à davantage de complexité, et de déployer des efforts sans en connaître forcément l'aboutissement. Bref, c'est une démarche déstabilisante qui, bien qu'elle comporte son lot d'émotions positives, ne peut préserver de ressentir toute émotion négative. Il est primordial de rappeler ce fait à l'apprenant, de l'encourager à s'exprimer sur ce qui le déstabilise dans son parcours et de lui donner les ressources nécessaires pour l'aider. C'est d'autant plus important puisque de nier ou de réprimer ses émotions ne les fait pas disparaître, au contraire, cela risque de les amplifier. Semblables différents phénomènes qui comportent une grande part de subjectivité, d'impalpable, les émotions vécues dans un groupe varient d'un apprenant à l'autre. Cette différence peut s'expliquer par plusieurs facteurs propres à un groupe d'individus, l'origine ethnique, la culture, le genre, le sentiment d'appartenance vis-à-vis de l'institution d'enseignement, etc. Des études ont, par exemple, confirmé que l'anxiété liée aux examens était plus élevée chez les étudiants de certaines régions du monde. Malgré l'influence que peuvent avoir ces facteurs, ce sont les différences proprement individuelles qui ont le plus de poids, notre physiologie et notre génétique, notre vécu, nos valeurs personnelles, etc. À ces particularités intrinsèques, il faut ajouter des éléments tels que la confiance en soi, l'intérêt personnel pour une matière en particulier et le fait que l'état émotionnel de chacun évolue de façon distincte au fil du temps. Moteur ou frein au processus d'apprentissage. Les émotions peuvent affecter l'apprenant à différents stades du processus d'apprentissage. Comme cela a été démontré, elles peuvent avoir un impact soit positif soit négatif sur son attention, sa motivation, ses stratégies d'apprentissage et sa capacité à autoréguler son apprentissage. Parmi les émotions négatives susceptibles d'entraver à un moment ou à un autre le processus d'apprentissage on compte l'anxiété, la peur de l'échec, l'embarras, l'incapacité à comprendre un exercice, le découragement, l'ennui. Du côté des émotions positives qui ont une incidence bénéfique sur ce processus, on retrouve principalement
le plaisir d'apprendre en général, le plaisir d'apprendre sur une matière en particulier, l'enthousiasme vice du matériel d'apprentissage, l'espoir de réussir, la fierté attribuable à des accomplissements, émotions positives pas si bénéfiques et émotions négatives pas si néfastes. Une précision s'impose, ce n'est pas parce qu'une émotion est positive, au sens large, qu'elle est forcément bénéfique au processus d'apprentissage. Pour être utile à ce processus, elle doit être liée à l'apprentissage ou à des tâches d'apprentissage, autrement, elle peut nuire à l'attention et affecter la performance. En parallèle, même s'il n'est pas question d'encourager l'émergence d'émotions négatives chez l'apprenant, ce n'est pas parce qu'une émotion est négative qu'elle représente en toutes circonstances un frein pour l'apprenant. L'anxiété, l'embarras ou la colère peuvent motiver l'apprenant à redoubler d'efforts, à condition que celui-ci veuille réussir et qu'il croie en ses chances d'y parvenir. Bien entendu, l'intensité et la fréquence de l'émotion ressentie auront aussi une incidence. Si elle est trop forte ou récurrente, l'apprenant risque d'être submergé par le sentiment d'impuissance. La contagion émotionnelle, oui, ça existe. L'état affectif de l'enseignant peut avoir une influence considérable sur l'apprenant. À preuve, un effet de contagion du stress de l'enseignant aux étudiants a été mis au jour dans une vaste étude canadienne publiée récemment. Bien que l'expérience se soit déroulée dans des classes du primaire, il n'est pas impossible que le phénomène puisse aussi survenir dans des classes d'apprenants adultes. Cette manifestation entre dans la grande famille de la contagion émotionnelle, un processus déjà connu, en partie génétique impliquant nos neurones miroirs, par lequel nous nous imprégnons inconsciemment des émotions des autres. En raison de nos différences psychophysiologiques et de nos expériences personnelles, ce phénomène varie en intensité d'une personne à une autre. Malgré qu'il s'agisse d'un mécanisme involontaire, le simple fait de connaître son existence, de savoir que les émotions, positives comme négatives, peuvent se propager aussi facilement dans notre entourage, peut inciter l'enseignant à évaluer son état d'esprit avant de donner un cours et à tenter de le changer, si nécessaire. Émotion et mémoire, un duo explosif. La mémoire est à ce point cruciale pour l'apprentissage que les deux notions sont souvent confondues. Alors que l'apprentissage est le processus qui permet de modifier un comportement, la mémoire est cette capacité à stocker de l'information et à y faire appel. Les émotions ont une influence considérable sur la mémoire. C'est ce qui fait notamment qu'on se rappelle mieux des événements chargés sur le plan émotif. Il y a fort à parier que vous vous souvenez où vous étiez le 11 septembre 2001, mais peut-être pas le 11 septembre 2000. C'est une manifestation de ce que l'on appelle le phénomène des souvenirs flash, flashbulb memory phenomenon. Dernièrement, les neurosciences ont révélé que pour encoder un apprentissage, le cerveau a besoin de rétroaction sur ses prédictions, plus précisément d'un signal d'erreur qui doit entraîner chez l'apprenant un sentiment de surprise. Voir neurosciences, apprendre en 4 temps. Ajoutons que c'est principalement sur la consolidation à long terme que les émotions agissent. Nous savons aussi que plus une situation nous concerne de près et qu'elle touche à l'un de nos besoins fondamentaux, pensons à la pyramide de Maslow, plus elle est susceptible de nous interpeller émotionnellement. L'enseignement empathique, à la différence de la contagion émotionnelle, l'empathie est un phénomène conscient qui consiste à être capable de ressentir les états affectifs de quelqu'un d'autre, de se mettre dans sa peau, une habileté qui implique d'être au départ à l'écoute de ses propres émotions ou conscient de soi, indispensable pour bien décoder les sentiments des autres. Cette qualité qui demande d'être ouvert et respectueux envers son prochain est l'une des clés d'une communication efficace. Puisque tout enseignant a déjà été apprenant, chacun peut faire cet exercice empathique de se remémorer les émotions qui ont marqué son parcours scolaire. Les situations qui en sont à l'origine et les attitudes des enseignants ont eu un impact significatif sur celles-ci. Tirer profit de l'environnement d'apprentissage parce qu'il est propice aux échanges stimulants et au dépassement de soi. Un environnement d'apprentissage est en général un terrain formidable pour développer ses compétences émotionnelles. C'est vrai pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes, puisqu'on n'arrête jamais d'évoluer sur le plan des émotions. Ce contexte peut donc permettre à chacun d'améliorer ses aptitudes sociales ainsi que ses capacités à collaborer, à faire valoir son point de vue, à prendre des initiatives, à se mettre à l'écoute des autres, etc. L'apprenant doit, bien entendu, être disposé à développer ses compétences. Néanmoins, certaines approches d'enseignement ou activités peuvent aussi stimuler cette dimension, en plus de transmettre les notions au programme.
Les deux grandes alliées de l'apprenant, avoir confiance en soi et accorder de la valeur aux tâches que l'on accomplit, sont deux dispositions que l'apprenant a avantage à cultiver. En fait, elles sont essentielles pour que se manifeste chez lui l'ensemble des émotions positives liées à l'apprentissage et pour prévenir ou réduire l'apparition des émotions négatives. Puisque l'adulte est responsable de gérer ses émotions, il est opportun qu'il prenne le temps de s'arrêter et d'évaluer son état quant à ces deux facteurs. S'il lui apparaît souhaitable de faire des changements, c'est à lui de voir quelles actions il peut entreprendre ou quelle aide il peut solliciter. L'enseignant peut aussi avoir une influence sur ces deux alliés de l'apprenant, entre autres en mettant l'accent sur les forces de ce dernier plutôt que sur ses lacunes, en stimulant son intérêt pour les tâches liées au cours et en instaurant dans son enseignement une culture où les erreurs sont considérées comme des occasions d'apprendre plutôt que des échecs. Pour maintenir l'intérêt de l'apprenant adulte, il faut aussi lui exposer clairement les applications concrètes et bénéfices qu'il pourra tirer des connaissances apprises, voir l'adulte, un apprenant distinct et 12 conseils pour une formation en ligne adaptée aux adultes.